Bonjour. Du 6 au 11 juillet 1944, De Gaulle se rend aux États-Unis, il se rendra ensuite au Canada dans la foulée. C'est la deuxième fois de sa vie après la conférence d'Anfa qu'il rencontre Roosevelt. Et un mois après le débarquement, c'est l'occasion de mettre à plat la relation franco-américaine. Un certain nombre de questions se posent. Avec Guémard, la première, c'est finalement, est-ce que ce voyage vise un petit peu à dissiper quand même les tensions assez fortes qui ont pu exister entre la France libre, De Gaulle au premier chef évidemment, et d'autre part Roosevelt et son entourage, avec finalement une confiance mutuelle qui est toujours restée assez conditionnée. Roosevelt n'aime pas la France, en général, qu'il considère comme un pays colonialiste. D'autre part, il n'est pas le seul aux États-Unis à avoir été très impressionné par la défaite française de 1940. Le maréchal Pétain est très populaire aux États-Unis. Il a fait un voyage triomphal après la Première Guerre mondiale. Et Roosevelt nomme comme son ambassadeur à Vichy l'amiral Lee, qui est un ami du maréchal Pétain et qui restera à Vichy jusque bien tard. Donc, les sources de renseignements de Roosevelt pendant cette période sont d'une part son ami l'amiral Lee qui est à Vichy, et d'autre part tous les exilés français de Washington qui sont pour la plupart très anti-gaullistes, puisqu'on a là Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, poète Saint-Jean-de-Perse. On a Félix Chautemps, munichois, ancien vice-président du Conseil et ancien président du Conseil. On a Pierre Cotte, on a André Labarthe, un ancien gaulliste qui était devenu farouchement anti-gaulliste, qui donne de Gaulle une image de dictateur, en réalité. Donc les relations sont extrêmement difficiles. Il y a eu l'affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon en décembre 1941, rallié par l'amiral Muselier et Alain Savary. Et à l'époque, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, avait parlé des soi-disant Français libres. Et on sait que les Américains voulaient mettre la main sur les Antilles et sur Saint-Pierre-et-Miquelon, et finalement, ils ont été obligés d'accepter ce fait accompli de l'installation de la France libre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'opinion publique américaine était pour De Gaulle. Il y avait un peu partout des comités France Forever, et quand le secrétaire d'État avait parlé des so-called Free French, il y avait eu des éditoriaux vitrioles dans la presse américaine contre le gouvernement, et donc Roosevelt doit quand même tenir compte de l'opinion publique, notamment en 1944, puisqu'à l'automne 1944, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis. Donc ce voyage de Gaulle, d'abord aux États-Unis, puis au Canada, est extrêmement important, parce qu'il s'est heurté aux Américains à Alger, puisque les Américains ont d'abord été pour la solution Darlan, que le même Cordell Hull appelait un expédient provisoire. Et quand Darlan est assassiné, leur homme, c'est Giraud. Et on a tous ces images en tête où Roosevelt et Churchill font serrer la main à Giraud, à Anfa, dans la banlieue de Casablanca. Et puis, il y a tout ce que De Gaulle sait sur les projets américains de la libération, puisqu'il va aux États-Unis un mois après le début du débarquement. Donc toute la question du gouvernement militaire qui était prévu pour la France, toute la question de la fausse monnaie, puisque les Américains voulaient envoyer de la fausse monnaie en France pour remplacer le franc. Donc on est dans un contexte compliqué. Il était très important que De Gaulle aille aux États-Unis, puisque c'est la première fois qu'il mettait les pieds outre-Atlantique. Les Américains sont obligés de le recevoir, d'ailleurs avec un accueil plus chaleureux à New York qu'à Washington, où l'establishment est beaucoup plus réservé. Et ils reconnaissent De Gaulle du bout des lèvres, puisqu'à l'issue du voyage, ils reconnaissent le Comité français de libération nationale, qui est fort clos, puisqu'il avait été créé en 1943 à Alger, et il avait été remplacé par le gouvernement provisoire de la République française. Et les Américains ne reconnaîtront le gouvernement provisoire que fin octobre 1944, c'est-à-dire 2 mois après la libération de Paris. Alors justement, quelle est la stratégie de Gaulle pour se libérer de ce projet américain d'Amgot ? Tout simplement parce que dès 1940, à Brazzaville,
il avait anticipé la libération du territoire en réinstaurant l'État républicain et en considérant comme nul et non avenu le vote du 10 juillet 1940 à Vichy. Donc il rétablit la légalité républicaine. Dès que le territoire est libéré, il y a un sous-préfet ou un commissaire de la République, les anciens préfets qui réincarnent l'État français. Dès qu'il le pourra, ça c'est plus tard dans l'automne, l'armée française se substituera et intégrera les mouvements de la résistance. Bref, c'est le retour de l'État républicain et les Américains ne peuvent pas dire grand-chose à ça. Ils vont pas envoyer les sous-préfets qu'ils avaient formés aux États-Unis avec des manuels hâtivement rédigés sur la France, alors qu'il y a un Français qui est là et qui porte la casquette. Donc là, De Gaulle a merveilleusement joué, parce que tout cela était anticipé, en fait. Depuis 1940, il y a un homme qui a joué un rôle très important, c'est Michel Debré, bien sûr, le comité général d'études, le noyautage des administrations publiques. Donc c'est là où on voit que De Gaulle est un grand chef politique, puisque tout était anticipé depuis 4 ans. Et comment voyez-vous le rôle d'Eisenhower comme intercesseur, finalement? Eisenhower connaissait la France, puisqu'il avait été attaché militaire au début des années 30. Il connaissait les souffrances du peuple français pendant la Première Guerre mondiale, ce dont tous les Américains n'avaient pas conscience. Quand le président Wilson est venu à la conférence de la paix à Paris, à Versailles, les Français et les Belges avaient prévu de lui faire un voyage dans les territoires dévastés par l'Allemagne, en France et en Belgique. Il a refusé d'y aller pour ne pas se laisser influencer. Alors que Eisenhower, lui, connaît les souffrances du peuple français. Avec De Gaulle, ils se sont connus à Alger. En militaire, ils se sont sentis, si je puis dire. Bon. Et puis Eisenhower avait aussi un sens politique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il sera plus tard président des États-Unis. Ce n'était pas non plus seulement un militaire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand Eisenhower quitte le pouvoir à la fin de son 2e mandat, il a un discours absolument incroyable sur les risques que fait peser le lobby militaro-industriel aux États-Unis. Et donc, ce militaire prend de la distance par rapport à ce lobby militaro-industriel, et c'est un peu le même état d'esprit de Charles de Gaulle, qui était profondément un militaire, mais qui a toujours pris de la distance par rapport à l'institution militaire. Donc les deux hommes ont beaucoup plus de parenté qu'on ne croit. Et dernière question, ce voyage aux États-Unis se prolonge par un voyage au Canada, qui a lui aussi son importance finalement. Il est très important, d'abord parce que De Gaulle n'a pas toujours été populaire au Canada, notamment au Québec, puisque les francophones du Québec étaient assez catholiques conservateurs, donc le régime de Pétain leur allait bien. D'ailleurs, il avait envoyé Élisabeth de Miribel comme responsable de la France libre à Montréal, qui avait fait un travail formidable pendant toutes ces années. Donc c'est son premier voyage au Canada, son premier contact avec les Français du Canada, comme il dira plus tard, mais aussi, évidemment, avec le gouvernement canadien. Et lors de son passage à Ottawa, il reçoit en catimini de jeunes physiciens français qui ont traversé l'Atlantique après 1940, qui étaient dans la recherche nucléaire, notamment Bertrand Goldschmidt. Et pendant ce bref échange, ces jeunes physiciens français lui disent écoutez, les Américains ont la bombe atomique, et on est en 1944, donc c'est plus d'1 an avant Hiroshima, et l'après-guerre sera nucléaire. Et c'est là que De Gaulle décide de créer le commissariat à l'énergie atomique. Donc un voyage extrêmement important et sans doute même stratégique dans le chemin qui va conduire De Gaulle vers Paris, vers la libération complète du territoire et vers le rétablissement de l'autorité de l'État. Merci beaucoup.